Un grand bonjour à tous, je m'appelle Marc Harriman et je vous présente le livre de la mère de Claude François, Mon fils Claude François, un livre que vous ne connaissez pas, tiré à très peu d'exemplaires. Vous me voyez devant cette caméra et je porte un béret français en hommage à nos amis japonais parce qu'il y a des contes japonais qui nous ont suivis et les Japonais ont une vision différente de ce que vous pensez les Français. Nous sommes représentés dans leur pays avec un béret. Un Français doit avoir un béret sur la tête. Alors justement, je rends hommage à nos amis japonais, Kazusaki Taguchi, Upiko, Junichi et tant d'autres personnes. Alors je porte pour vous ce béret français. On est là pour parler de la mort de Claude François, on est là pour parler d'un aspect de ce livre aujourd'hui, et nous reviendrons tant de fois sur ce livre, de la mère de Claude François, qui a été témoin de beaucoup de choses de la vie de son fils et qu'il connaissait mieux que tout le monde, et elle connaissait même mieux que Josette, parce que la sœur de Claude François ne connaissait pas parfaitement son frère. Et si tu es là, Marie-Josée, d'ailleurs tu feras la confidence que tu savais même pas les amours de ton frère, les femmes avec qui il sortait, à part quelques-unes, et que Claude François était très discret et cachait beaucoup sa vie privée même à sa sœur. Ainsi expliquait-elle, quand Claude venait au moulin avec une fille, quand on voyait une nouvelle fille, on pensait peut-être qu'il y avait plus, mais très difficile de dire, car Claude ne s'est jamais confié sur ses amitiés ou sur ses amours féminins. Ainsi, nous ne savons pas, les filles qui venaient au moulin, s'il couchait avec ou pas, et Marie-Josée va le reconnaître, qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que, puisqu'il venait avec une autre fille, qui n'était pas la même qu'il y a 3 mois ou il y a 6 mois, forcément, s'il venait régulièrement avec elle, ça devait être une liaison sérieuse. Je suis Marc Harriman, on est là pour parler sérieusement de la mort de Claude François. Je dédie cette émission en priorité à Claude François Junior et son petit frère, parce que Claude François Junior est le fils aîné de Claude. Et Jean-Marc François est le second enfant de Claude François. Et c'est vrai que Claude aimait tout à fait ses 2 enfants. Et Jacques Harvey avait conseillé à Claude de révéler l'existence des 2 enfants, parce qu'au départ, Claude François avait monté une sorte de petits jeux qui n'étaient pas évidents pour ces 2 enfants. C'était à tour de rôle de se remplacer dans le jardin, et les 2 enfants devaient faire croire qu'il n'y avait qu'un seul coco. C'est pour ça que souvent je dis de Jean-Marc et de Claude François Junior qu'ils sont le même. C'est un seul coco pour les 2. Donc quand parfois je dis mon coco, parfois je pense à vous 2. Mais souvent, quand je dis mon coco, je pense à toi, Claude François Junior. Et je pense que Jean-Marc ne sera pas trop choqué que de temps en temps, je le mette un peu de côté, alors qu'en réalité, bien sûr, l'affection pour les 2 est de niveau égal. Je ne peux pas être injuste. Et puis, je ne voudrais pas l'être. Alors, bonjour à Marie-Josée, sœur de Claude François. Tu es bienvenue dans cette nouvelle émission qui va parler de ton frère et qui va élargir le centre d'intérêt du public sur la véritable mort de Claude François et tout ce qui peut avoir été caché, car moi je le sais, et puis surtout, écoutez, ma source d'information est quand même sérieuse. Voilà, je le dis à l'équipe YouTube, je vous remercie de votre accueil, et je rassure l'équipe YouTube, pour moi, ce qui est très important, c'est de donner une source d'information qui soit honnête, qui soit précise, qui soit le plus proche de Claude François et pas des rumeurs. Je vous parle que de faits réels et je m'applique uniquement sur des faits pour tout, même de police, de gendarmerie, de témoignages. J'aime bien parler des faits parce que je trouve que quand on parle de la mort de quelqu'un, on doit mentionner que les faits et pas les rumeurs, pas ce qu'on peut raconter autour d'une personne, ça n'intéresse personne. Et dans les faits, c'est ce témoignage que nous abordons aujourd'hui partiellement, car le livre est assez grand malgré tout, il est petit mais rempli d'informations, et je reviendrai plusieurs fois sur ce livre, vous en dire plus. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une émission sur Paul Lederman et Claude François, parce que quand la mère de Claude François arrive au domicile, je vais essayer de placer mon micro un peu plus loin, voilà, parce que le micro peut gêner un peu, je vais recentrer mon micro. Quand Lucia, donc
surnommée Lucie en français, ou Choufa pour les fans, qui veut dire cœur d'artichaut en arabe. Donc quand Choufa arrive à l'appartement, elle expliquera avoir été choquée par la présence du producteur Paul Lederman. Tout d'abord, Claude François lui avait confié des choses très intimes entre lui et Paul sur le fait que jamais il ne reparlerait à Paul Lederman, que leur relation amicale était terminée, que Paul l'avait un petit peu escroqué sur ses affaires. Paul avait gagné beaucoup trop d'argent sur ses affaires, et d'ailleurs Paul Lederman a été poursuivi par plein d'artistes, la famille de Coluche et tant d'autres, où je précise que la famille de Coluche a gagné leur procédure contre Paul Lederman, qui a été condamné à verser à la famille de Coluche une somme d'argent assez colossale. Mais au-delà de ça, Paul Lederman n'est pas un monstre. Il est un artiste qui, en 1970, était le plus gros producteur qui existe. Il était comparable à Quincy Jones aux États-Unis. Pour que les gens arrivent à comprendre. Quincy Jones qui a produit Michael Jackson. Il était comparable, Paul Lederman, à, en France, l'équivalent d'un Quincy Jones. Mais ce qui est important, c'est la remarque de Lucia, sans vous dire tous les détails pour le moment, car nous reviendrons sur ce livre exceptionnel, que vous ne connaissez sans doute pas. Lucia explique que quand elle arrive à l'appartement en soirée, elle est heurtée, choquée, gênée. Je vous donne divers mots en synonyme pour que vous puissiez comprendre qu'elle n'était pas dans son assiette face à lui. Paul Lederman a un peu mauvaise réputation à cette époque-là. Petit à petit, les artistes se séparent un peu de lui et se méfient un peu de lui pour ses affaires un peu louches. Mais l'homme est bon, l'homme n'est pas mauvais, et on ne doit pas en dire du mal. Parce que l'homme en question, Paul Lederman, est un protecteur aussi de la vie de Claude François. Et si il a un peu arnaqué dans les tournées qui étaient des tournées d'été, les tournées des années 60 où il s'en est mis plein les poches, et peu dans celle de Claude, malgré tout, il a forgé toute sa carrière et toute sa célébrité à partir de sa publicité et sa promotion, car c'est un très gros producteur. Dans producteur, vous avez promotion, publicité, oui, tout se rejoint. P comme production, P comme producteur, P comme publicité, P comme promoteur, etc., etc. Tout ce qui est attaché par P est souvent lié à la production, qu'elle soit de l'immobilier ou plus. Quand Choufa arrive donc à l'appartement de son fils, elle est gênée par la présence de Paul Lederman, qui d'ailleurs ne s'explique pas, il s'expliquera plus tard, il expliquera que ce samedi-là, il était présent au boulevard Exelmans et qu'il a couru vers Claude François. Il a eu de la chance, il est arrivé avant tout le monde. Et ça, vous voyez, c'est peut-être le témoignage le plus intéressant, et je le confie à Claude François Junior, c'est que Paul Lederman explique qu'il est arrivé avant tout le monde, même la police. Alors vous allez me dire, oulala, Marc Harriman, on sent qu'on rentre dans du sérieux, là, dans cette émission, ça va être encore du lourd et du sérieux. Oui, le but est de bien analyser le témoignage de Paul Lederman. Il explique qu'il a couru un samedi, donc, boulevard Exelmans, parce qu'il était très proche, à son bureau, explique-t-il, alors que depuis pratiquement 10 ans, il part à la campagne, mais ce jour-là, Providence, il n'était pas à la campagne. Il était sur Paris et à quelques pas de Claude François. Il va donc courir, aller vers Claude, il monte dans l'immeuble, il n'a aucune résistance des forces de l'ordre, ni de la police qui ne l'empêche pas de monter dans l'immeuble. La capitaine des Claudettes, Dany Bourg, que je salue, a déclaré dernièrement auprès d'une fan, dont j'ai ton enregistrement de 10 minutes, Dany, que le jour de la mort de Claude François, les gens disaient « mais c'est la Claudette de Claude François, laissez-la monter ». Et finalement, tu expliques qu'un policier t'a laissé monter. Hein. J'ai ta déclaration de 10 minutes que j'ai gardée, qui est dans mes archives. Un film en couleur où tu es assise. Une personne d'ailleurs qui a publié sur YouTube une vidéo d'environ 10 minutes où tu parles. Bonjour Dany. Le véritable problème entre la version que tu expliques, Dany, et la réalité, il y a un pont. Il y a même au milieu du pont un trou. Et tu as de la chance de ne pas tomber dans ce trou. Parce que l'histoire, Dany, que tu nous racontes, qu'un policier t'a laissé monter, c'est pas si vrai.
Car moi je dispose, et je le dis à Claude François Junior, d'un film de FR3. Et vous pourrez trouver ce film facilement, je le dis à Coco. Dans ce film, il y a le témoignage d'un journaliste qui a filmé en direct la capitaine des Claudettes. Je dis bien en direct. Nous voyons dans le film, où il a filmé en direct et il est resté toute l'après-midi sur place, il explique qu'aucune Claudette n'a réussi à voir Claude François ce jour-là. Et nous voyons Dany, que tu montes dans une voiture et que tu t'en vas. D'ailleurs, il parle de toi. Et on te voit partir et tu pleures. Et tu prends le véhicule et tu t'en vas. Tu es dans une rue, tu pleures, tu prends un véhicule et tu t'en vas. À aucun moment, il est question d'une rencontre avec un policier devant l'immeuble où tu aurais réussi, comme par miracle, à monter dans l'immeuble. Et le journaliste de FR3 est formel. Les Claudettes n'ont pas vu Claude François mort. Mais alors c'est quoi, Dany, l'histoire que tu racontes dans ta dernière interview? Qu'un policier t'a laissé monter dans l'immeuble, ça risque pas d'être vrai. De quoi parles-tu? Est-ce que c'est pour rassurer les fans que tu as vu mort Claude François et qu'il était bien mort comme ça? Est-ce que tu cherches à rassurer les gens? Car dans les faits réels, le film prouve que j'ai les FR3, que tu n'as absolument pas vu Claude François, et le journaliste parle justement de toi, ma belle. Et non seulement j'ai le film, mais tu es filmé, et pas qu'un petit bout. Tu n'es pas filmé juste 3 secondes. Et tu restes une partie du temps à pleurer dans la rue. Je précise d'ailleurs dans ce film très intéressant, qui est non censuré, on découvre aussi Sylvie Mathurin, la billeuse de Claude François, qui pleure dans une rue, et qui n'est pas dans l'immeuble, comme elle a expliqué, devant le corps de Claude François. Non, non, car dans les faits réels, elle non plus n'a pas vu Claude François mort. Elle pleure dans une rue. On voit Prisca et d'autres personnes. Vous êtes à tous pleurer dans une rue. Dans les faits réels, il n'y a pas de Sylvie Mathurin dans l'immeuble, qui a réussi à monter, et même pas toi, Dany Borg, tu es monté et tu as vu Claude François mort. Ça, c'est très très important. Bien sûr, tu l'as peut-être vu le soir ou alors le lendemain, quand le corps aurait été embaumé. Mais je parle au moment de l'électrocution, au moment de la mort, la police n'a pas permis aux gens d'entrer dans l'immeuble. C'est pour ça que le témoignage de, comment il s'appelle, Paul Lederman, est tout à fait intéressant, parce que Paul explique que lui, par rapport à vous, je parle de Dany Borg et les Claudettes, lui, il est monté dans l'immeuble. Il n'a eu aucune résistance de la police, car il explique qu'il est arrivé avant tout le monde dans l'immeuble, même avant la police. Vous allez me dire, Marc Harriman, tu essaies de nous dire quelque chose sur Paul Lederman. Oui, je vous dis la vérité absolue, qu'il est arrivé avant tout le monde, même avant la police. Quand Claude François meurt, il va y avoir un énorme problème avec le producteur Paul Lederman. Contrairement à ce que vous pensez, ce producteur n'a pas forcément bonne réputation. C'est surtout une personne qui est capable, j'éloigne un peu mon micro, qui est capable de terrifiantes mises en scène. Nous savons que quelques années plus tôt, en 1970, Paul Lederman organise une mise en scène pour Claude François. Il organise tout un faux accident autour de Claude François, dont Jean-Pierre Foucault, que j'aime infiniment. Bonjour Jean-Pierre. Je m'adresse au plus grand animateur de France avec Michel Drucker et Patrick Sabatier, 3 grands personnages de la télévision que j'aime infiniment. Je voudrais dire un petit mot sur Patrick Sabatier que j'aime infiniment. Patrick, tu te posais la question. Tu te demandais pourquoi la télévision française ne t'a jamais repris à la télévision, et pourquoi ils ont conservé des gens comme Jean-Luc Delarue. Mais il y a une explication, Patrick Sabatier, je te le dis, c'est que Jean-Luc Delarue a quand même trafiqué un peu de la drogue, puisqu'il a eu une perquisition chez lui. Bon, je ne veux pas le salir parce que c'était un garçon très gentil. Il était aussi l'ami personnel de mon Coco. Hein, Coco, tu étais un grand ami de Jean-Luc Delarue. Mais Jean-Luc Delarue a été mêlé à un gros trafic de drogue. Alors je dis à Patrick Sabatier que si tu n'as pas été repris à la télévision, c'est peut-être parce que tu n'étais pas justement dans la cocaïne. Et que si tu avais été vendeur, dealer de drogue ou passeur de drogue, tu aurais eu ta place à nouveau sur l'antenne française. Car c'est bien le problème, ce qui cherche surtout pour séduire les stars, c'est un passeur. Quelqu'un qui donne la coque à certains artistes qui n'en trouvent pas, et que ça puisse se faire discrètement sur certains plateaux de télévision. Car ça s'est fait jusque dans les plateaux de télévision. La drogue, il y en avait partout. Même la chanteuse Dany, et pas la danseuse,
a été perquisitionnée par la police de Paris. Ils ont trouvé de la drogue partout. Et elle faisait partie des écuries de production Flèche de Claude François. Mais de la drogue, il y en avait partout, même dans les mains de sa sœur. Quand sa sœur explique que quand son frère, le jour de sa mort, des médicaments, vous savez, des médicaments ont été évacués par Sylvie Mathurin, mais parlons des médicaments, Marie-Josée, qui étaient dans ta main, des anxiolytiques, des tas de choses que tu as données aux gens. Je rappelle que la loi interdit formellement qu'une personne donne des médicaments, que ce soit des anxiolytiques, du Prozac ou de l'Exomil ou d'autres choses, à des gens sans ordonnance médicale. Vous ne pouvez pas. Mais en tous les cas, quelle belle excuse, Marie-Josée, que de dire à la police « nous avons des boîtes de médicaments dans la main, c'est au cas si quelqu'un en a besoin ». Alors qu'en réalité, dans les faits réels, ces boîtes de médicaments étaient évacuées et ne servaient pas vraiment aux gens. Et si Marie-Josée t'avait plein de médicaments dans la main, c'est pas parce que tu faisais un exercice illégal de la médecine, mais c'est parce que tu évacuais des médicaments toi aussi, sachant très bien que Claude François est mort d'une overdose de drogue médicamenteuse. Mais n'entrons pas dans la vraie mort de Claude François que moi je connais mieux que vous et que je peux prouver, sans aucun mal. Non, je crois que ça intéresse personne, que un artiste de plus fait une overdose. Il y en a tellement qui le font. Et il y a aussi beaucoup d'artistes américains qui meurent d'overdose. Restons polis pour les fans qui aiment Claude François, qui n'ont pas envie d'entendre que leur idole serait mort. Je mets mon bonnet, mon béret de cette façon parce qu'il doit être penché pour les Japonais. Ils aiment mieux le béret penché. Non, les fans de Claude n'ont pas envie d'entendre ça, même si c'est vrai. Ça ne les intéresse pas, une mort comme ça. Ils ont besoin, les gens, d'illusions. Et l'illusion est très importante et elle doit être maintenue dans l'univers de Claude François. Et c'est vrai que Marie-Josée, tu as su maintenir certaines illusions autour de ton frère et c'était ta volonté et tu l'as très bien faite. Mais malgré tout, quand on voit dans l'appartement, les médicaments de Sylvie Mathurin évacués dans les poches de tout le monde, les médicaments qu'il y avait sous le lit partout, les ordonnances médicales et les médecins qui avaient cessé de prescrire des médicaments à Claude, quand on voit aussi tout le réseau pharmaceutique qu'a monté Sylvie Mathurin pour y avoir des centaines de médicaments sans ordonnance, quand on voit qu'il avait des médicaments partout, on parle de 10 000 boîtes de médicaments de Claude François. Alors Claude François s'est expliqué qu'il avait 700, 800, 1000, 10 000 boîtes de médicaments, que c'était des médicaments qui n'étaient pas vraiment pour lui. Il expliquera qu'il y en avait pour toi, Marie-Josée, qu'il y en avait pour ta mère, des médicaments, pour ses Claudettes, pour tout le monde. Enfin, bref, ce que Claude François a essayé de dire, c'est qu'il était un passeur, qui donnait des médicaments à tout le monde, évidemment. Il n'était pas médecin, c'est encore un exercice illégal de la médecine. Mais n'entrons pas dans cette affaire, parce que si un jour, moi j'étais devant un tribunal, il me faut quelques secondes, Marie-Josée, pour tous vous démolir dans un tribunal, et qu'un procureur ouvre le cercueil de Claude François, et qu'on découvre que le cercueil est vide, qu'il n'y a personne dedans. Car c'est bien le problème, est de savoir si Claude François est dans son cercueil. C'est l'objet en tous les cas de cette émission, et nous allons parler maintenant uniquement, et je m'excuse, de Paul Lederman. Paul Lederman n'est pas une mauvaise personne, et je ne le critique pas, et je dis à la famille de Paul Lederman, j'aime beaucoup Paul Lederman, je ne critique pas ce grand personnage public de la télévision qui a ravi par sa production de Thierry Leluron ou de Coluche, qui a ravi les Français avec Claude François, qui a fait découvrir les 3 plus gros talents des années 70, qui malheureusement n'ont pas pu se maintenir pour les années 1990. Mais dans la mort de Claude François, ce qui va gêner un petit peu, on va dire, la mère de Claude François, c'est sa présence sur les lieux, ce qui va gêner le show business, et que Paul Lederman est mêlé, je m'approche près de la caméra, est mêlé à diverses affaires. Notons quand même certaines affaires un peu louches, comme le faux accident de Claude François de 1970, où il explique que Claude François a eu un malaise. Alors on le voit dans un brancard, Claude pleure, il hurle dans la rue, il est porté par des médecins, tout ça, c'était bidon. Bien que malgré tout, il aurait fait ça pour préserver la santé de son poulain, parce qu'il trouvait qu'il s'épuisait et il avait besoin de vacances. Comme Claude ne voulait pas prendre des vacances, il réorganisait des vacances forcées. Voilà toute la vraie histoire. Mais Jean-Pierre Foucault, que j'aime beaucoup, bonjour mon doux Jean-Pierre, grand animateur français, Jean-Pierre avait dit que
l'accident de Claude François en 1970 était entièrement monté par Paul Lederman, que rien n'était vrai. Et alors, Paul Lederman organise des accidents. Et puis même, il a organisé un accident pour Claude François. Il a organisé lui-même une mise en scène. Rien n'était réel de cet accident. C'est pour ça qu'on est très intéressé par son témoignage où il explique qu'il est arrivé avant tout le monde, même la police. Ça, c'est intéressant. Il était dans l'appartement avant tout le monde, même les flics. Des policiers, je dois le rappeler, dont le voisinage direct, personne ne connaissait aucun policier de cet arrondissement. Moi, je vous dirais, dans la mort de Claude François, vous connaissez aucun policier parce que ces policiers travaillent pour Paul Lederman et que c'est lui qui les a mis en bas de l'immeuble. Ce qui explique que lui a pu, sans aucun problème, monter dans l'immeuble, mais pas vous. C'était ces policiers. Il ne s'agit pas de vrais policiers. Si c'était des vrais policiers, on devrait retrouver au moins 1 ou 2 policiers du 16e. C'est ce que disaient les voisins. Une vieille dame et d'autres personnes, ils disaient, il y a quand même un truc bizarre dans la mort de Claude François. C'est quoi tous ces policiers? Ils viennent tous ces gens, ils viennent d'où? On les connaît pas. Aucun travail ici. Ils viennent d'où tous ces policiers dont il n'y a pas un seul visage qui fait partie de cet arrondissement? Quand il y a un accident dans un arrondissement, quel que soit l'accident, il y a des policiers concernés de leur arrondissement par rapport à la loi française, aux ordonnances qui sont données, que ce soit de mairie ou autre, que ce soit une police municipale ou une police de ville, sous les ordres d'un procureur. Il y a des règles dans notre pays. On ne peut pas voir dans notre pays un accident où il y aurait des policiers inconnus, dont on ne reconnaîtrait aucun visage. Quand je dis aucun visage, c'est même pas dans les papiers de police. Si nous voyons les photographies des policiers, nous pouvons regarder leurs visages, nous pouvons les identifier, nous pouvons prouver devant le ministère qu'aucun de ces visages existe sur des cartes de police officielles. Car ces gens-là ont été filmés, nous avons leurs visages, leurs photos. Il est facile de faire une recherche ministérielle et de prouver que pas un seul de ces policiers existe sur des cartes réelles de police. Je parle de leur visage, des photos. C'est pas dur de savoir si c'est une mise en scène, la mort de Claude François. Il suffit de récupérer tous les films où ces policiers apparaissent, de demander au ministère une recherche photographique des cartes de police et de voir si ces gens existent. Eh bien, vous ne trouverez rien. Car aucun de ces policiers existe dans les photos photographiques des cartes de police ministérielles. Quand même intéressant. Des gens qui n'existent pas. Alors c'est quoi ces policiers? Une ligue d'improvisation, des comédiens sortis d'un théâtre? Ils viennent d'où ces policiers inconnus qui ne font pas partie de l'arrondissement? Et c'est vrai qu'en face de l'appartement de Claude François, les gens se posent la question, ils parlent entre eux. Tu connais ces policiers? Une vieille dame explique, il y a quelque chose qui est bizarre dans sa mort, on ne connaît pas ces gens-là. On devrait au moins reconnaître un policier de notre quartier. Vous imaginez si Jacques l'Éventreur, en Angleterre, avait commis ces crimes et qu'il n'y avait pas eu un seul policier de quartier. On serait quand même un petit peu étonné. Et c'est pas que ça, même pour un accident, pour tout. Ces gens-là doivent... Je parle des policiers de quartier arrivent en premier. Mais en premier, c'est pas des policiers de quartier qui sont arrivés, c'est des policiers inconnus qui, forcément, viennent de quartiers beaucoup plus éloignés. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux de se rendre au 16e arrondissement s'ils viennent d'ailleurs. Et par quelle mission, par quel pouvoir, par quel droit sont-ils tous devant un immeuble dont aucun de ces policiers, mon chapeau en tombe, est concerné? Qui a donné ce droit à ces inconnus totales de la police de se présenter devant l'immeuble? Nous avons des films, nous pouvons tous les identifier. Et si la mort de Claude François est une mise en scène, nous pouvons, chaque flic, arriver à retrouver leurs papiers dans le ministère ou pas. Malheureusement, ne cherchez pas l'identité de ces gens-là, car ils n'existent absolument pas. Et les premiers témoins qui vont expliquer, qui ne connaissent pas ces policiers, c'est les gens qui habitent en face de Claude François. C'était important pour Claude François Junior de te préciser des détails sur la mort de Claude François pour éclaircir ton chemin, parce que Claude François Junior, comme Jean-Marc, souffre de la mort de leur père, et je me rapproche de la caméra, dont ils ne comprennent pas.
eux-mêmes ce scénario et se posent des questions. Bien sûr, je sais que Claude François Junior, tu resteras toujours dans la version officielle parce qu'elle est acceptable, parce qu'elle est avouable et parce que toute autre situation serait inavouable. Ça dépend pour qui en tous les cas. Moi, je ne me pose pas des questions de ce qui est juste ou pas, de ce qui est bon ou pas. Moi, je dis ce qu'il y a à dire. Ah, ben décidément. Oh, nos amis japonais vont être tristes, ça fait que tomber. Il faut dire, enfin, je dois dire, pour que ce soit bien traduit, que je le porte très peu, ce béret, et que il commence à être un peu grand pour ma tête. C'est à croire que je rétrécis pour vous faire rire. Un peu d'humour vous fera du bien. Non, le problème de Paul Lederman, immédiatement, ça va être que l'entourage de Paul Lederman, je parle des artistes français, vont se poser la question comment Paul Lederman est-il présent sur place dans la mort de Claude François? Et c'est un petit peu gênant, même Jean-Pierre Bourter aurait pu vous le dire, mais surtout un autre, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault pourrait vous dire, oui, comme Paul Lederman a organisé un accident entièrement monté en 1970 où rien n'était vrai, on pourrait se poser la question si ça ne recommence pas. En 1978 où rien n'est vrai. On pourrait se poser la question si à nouveau les deux hommes se sont pas entretenus secrètement pour un nouvel accident, mais d'une ampleur un peu plus nationale. Vous allez me dire, bon, peut-être que Paul Lederman a organisé en 1970 une petite mise en scène, mais bon, il passait pas son temps à faire des mises en scène. Et je pourrais vous dire, mais détrompez-vous. Détrompez-vous parce que on va parler maintenant de Paul Lederman et nous allons maintenant oublier un peu Claude François quelques minutes. Je reviendrai pour la fin de cette émission vous en parler un peu, puisque on réabordera la prochaine fois ce livre. Mais parlons de Paul Lederman, c'est le sujet de cette émission. Je l'aime beaucoup et je ne le critique pas. Ne croyez pas que je critique ce très très grand producteur qui a on peut dire, fait la gloire de trois grands artistes, Coluche, Claude François et Thierry Leluron. On va parler de Thierry Leluron. C'est qu'attention, Paul Lederman est mêlé dans des histoires terrifiantes. Et l'histoire la plus terrifiante de mise en scène qu'il a mis, il a fait des mises en scène. Le faux accident de Claude François de 1970, l'étrange accident de 1978, on se demande ce qu'il fait sur place avant la police, où il arrive en premier. Mais ce qui est intéressant, c'est même pas tout cela. C'est surtout la mise en scène qu'il a fait pour Thierry Leluron. Vous aimez Thierry Leluron, moi aussi. Je l'aime beaucoup, c'était un immense artiste qui nous manque beaucoup, dont sa mort reste encore une tragédie, décidément, pour tous les Français, parce que Thierry Leluron avait ce sens de l'humour, il nous faisait rire. Il avait su faire rire la France entière, et je crois qu'il manquera encore très longtemps au monde du spectacle. Mais voilà que quand Thierry Leluron meurt, j'ai voulu évoquer cela parce que c'est très important pour Claude François Junior et pour la sœur de Claude François et même pour la capitaine des Claudettes et les Claudettes. Quand Thierry Leluron meurt, alors que l'enterrement n'est pas fait, alors que Thierry Leluron n'est pas annoncé mort ni dans la presse, ni en radio, ni rien du tout, Paul Lederman, je prononce bien son nom, Paul Lederman, va bloquer quelques heures l'annonce de la mort de Thierry Leluron. Il est son producteur, il bloque quelques heures la nouvelle. Vous allez me dire, alors ça, on n'a jamais été averti de cela. Eh bien, bienvenue dans cette émission, vous apprendrez des choses sur Claude François et même sur Thierry Leluron. Le producteur Paul Lederman prend la décision de bloquer la nouvelle et il ne veut pas informer le public ni la presse que Thierry Leluron est mort. Il va bloquer quelques heures, de nombreuses heures, l'annonce de la mort réelle de Thierry qui est mort bien avant l'heure qui a été fixée par les médecins. Tout ce qu'on vous a dit est faux sur Thierry Leluron. Sa mort a été cachée, elle a été bloquée plusieurs heures. Il était mort bien avant. Paul Lederman rencontre la mère de Thierry Leluron, il rencontre l'entourage de Thierry Leluron, à cette époque 2-3 personnes, je crois qu'ils étaient 2 ou 3, il les invite dans un théâtre privé. Il ne veut pas annoncer la mort de Thierry Leluron, avant il voudrait négocier quelque chose avec sa famille. Il y a
un dossier, il y a un stylo, il y a tout qui est prêt. Il explique, bon, la tragique nouvelle, Thierry Leluron vient de mourir. Il explique que c'est leur devoir de se reprendre, de sécher leurs larmes, de comprendre que la mort existe, que c'est des choses qui arrivent. Il explique qu'il donne toutes ses condoléances, sa compassion, car attention, Paul Ederman est un homme très poli, qui va immédiatement auprès de la famille de Thierry Leluron dans ce petit théâtre privé, présenter ses condoléances. Il était sincère. La mort de Thierry l'a beaucoup touché. C'était un grand ami de Paul Ederman, et il en sera profondément touché. Et il le dira même auprès de l'entourage de Thierry, c'est normal. Thierry était très populaire. Thierry était aimé pour son charisme et sa gentillesse. Car il n'y a peut-être pas eu dans le monde du spectacle, hormis c'est Jérôme, qui est un artiste qui est mort d'un cancer, un homme aussi gentil que Thierry. Voilà que Paul Ederman, après avoir présenté les condoléances à la famille de Thierry, enfin ceux qui étaient là dans le théâtre, je ne connais pas tous les noms, il explique qu'il hésite à annoncer publiquement que Thierry Leluron est mort. Il est son producteur, il peut l'annoncer, mais il hésite, il a une proposition à faire avant d'annoncer sa mort. Il parle alors qu'il serait plus judicieux de ne pas dire que Thierry Leluron est mort et de retarder de 1 an ou de 4 ans maximum sa véritable mort. Il explique qu'il a des moyens de cacher aux journalistes, au public et même à l'État français que Thierry est mort. Vous allez me dire, ça c'est impossible. Je vous assure, devant Dieu, c'est véridique ce que je vous raconte, je vous le dis devant Dieu, c'est véridique, je ne vous mens pas. La famille de Thierry Leluron hésite, mais malgré tout ne répondent pas immédiatement non, et propose à Paul Ederman de développer sa pensée. Paul explique que Thierry vient de mourir et que c'est une tragédie pour sa production, car Thierry avait des dates qui étaient prévues. C'est difficile pour lui de tout annuler et d'expliquer aux assurances et tout que Thierry est mort. Tout est très compliqué. Et donc Paul Ederman propose de retarder la mort de Thierry Leluron d'1 an. Il explique alors, nous allons enterrer Thierry Leluron discrètement, il aura une petite messe, mais ni les journalistes, ni le public, ni personne ne saura qu'il est mort. Il a des relations politiques, Paul Ederman, jusqu'à l'Élysée, et il explique qu'il n'y aura aucun problème avec ses relations politiques, il peut cacher la mort de Thierry Leluron 1 an et même 4 ans. La famille de Thierry Leluron est intéressée par ce qu'il explique, et alors, il le laisse parler. Et voilà que Paul Ederman propose, par rapport à cette mise en scène de la mort de Thierry Leluron, d'aller beaucoup plus loin. Il va présenter quelqu'un, il va leur présenter quelqu'un. Le rideau de théâtre s'ouvre, un homme entre sur scène, c'est Thierry Leluron. À l'exactitude absolue. La mère de Thierry expliquera avoir été très choquée par la ressemblance extraordinaire de cet homme. Même voix, même physique. Elle a dit qu'elle était choquée parce que son fils venait de mourir et qu'elle ne savait pas comment prendre cette chose, cette situation un peu embarrassante. Car elle était malgré tout embarrassée que Paul Ederman la convie à un spectacle. Quand vous êtes en plein deuil, vous n'avez pas tellement envie de vous réjouir dans un spectacle, même privé. Ce sosie extraordinaire de Thierry Leluron qui a été utilisé plusieurs fois par Paul Ederman pour remplacer Thierry Leluron quand il était malade, ce sosie se produit environ 15-20 minutes. Puis il sort de la scène. La famille de Thierry Leluron dira que « Waouh, on croirait vraiment Thierry ». Mais oui, et pas pour rien, puisque Paul Ederman utilise parfois des sosies officiels qu'il utilise pour ne pas annuler ses dates de tournée. Il a été le premier en France, Paul Ederman, à utiliser des sosies officiels qui sera repris par d'autres producteurs. On remplace de temps en temps un artiste. Quand cet artiste est très malade, on ne peut pas annuler un spectacle. Auprès d'une mairie, d'une association, c'est des milliers d'euros, bon, à l'époque des milliers de francs qui sont perdus. Et ça, Paul, ça, il ne voulait pas. Donc il avait trouvé un incroyable sosie de Thierry Leluron, qui était un imitateur, qui avait commencé sa carrière comme sosie en imitant Thierry Leluron. Un jour, Paul Ederman l'avait rencontré, il avait dit « mais il est super, ce mec, qu'est-ce qui lui ressemble ?» Et après, il avait été le voir dans sa loge, il avait dit « bon, j'ai un travail pour toi,
t'es super, tu ressembles à Thierry, parce que moi je connais Thierry, il avait dit personnellement, est-ce que tu peux le remplacer pour quelques spectacles? Thierry est très malade. Il était alors, c'est vrai, dans une phase de maladie très grave. Et Thierry Leluron ne pouvait plus assumer tous ses spectacles. Paul Lederman propose à cet incroyable sosie qui passait son temps à n'imiter que Thierry Leluron, et qui avait un gros succès. Les gens croyaient qu'il était le vrai Thierry Leluron. Il se produisait dans des bars, dans des théâtres. Et Paul Lederman lui disait, pour que vous puissiez comprendre bien l'histoire, viens nous rejoindre. Viens rejoindre le vrai Thierry Leluron dans son écurie. Je lui parlerai de tout ça, je lui expliquerai. Donc, il semble que le vrai Thierry Leluron ait été informé de l'existence de ce double. C'est un double officiel, dont il semble que Thierry était parfaitement informé de son existence. Quand Thierry Leluron part à l'étranger pour se soigner, on sera étonné que ce sosie officiel apparaît dans les spectacles français. Si Thierry était aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faisait dans des spectacles français en même temps? Ça, c'est pas possible. Donc Thierry était au courant d'un double officiel qui le remplaçait en cas de pépin. Hein. Pas toujours. Ah non, parce que Thierry, il n'aime pas qu'on le remplace. Mais il avait accepté auprès de Paul Lederman pour 2-3 spectacles en cas de gros problèmes, parce que Thierry souffrait énormément. Il a dû être trépané, ça vous ne le savez pas, car il avait des douleurs physiques si importantes qu'ils ont été obligés de trépaner une partie de son cerveau pour annuler toute douleur physique. Ainsi, quand il est mort, il n'a peut-être même pas souffert, puisqu'il était déjà trépané. Donc il a peut-être même ressenti aucune douleur dans la mort. Tout ça, ça devait être dit, c'est très secret, mais ça devait être dit. Alors on revient sur Paul Lederman, le roi de la mise en scène, et parfois qui est même capable de repousser la mort des gens. Il explique à la famille de Thierry Leluron qu'ils réfléchissent bien. Pourquoi annoncer que Thierry Leluron est mort? Pourquoi on n'attendrait pas 1 an ou 4 ans? Et il propose de bien réfléchir à la situation. Et il propose, le petit déjeuner qui remonte, et il propose de bien réfléchir à la situation. Et il dit, mais regardez, vous l'avez vu, hein, vous avez vu de quoi il est capable. Regardez, on ne peut pas savoir que ce n'est pas Thierry Leluron. Alors il explique que s'ils acceptent, mais seulement s'ils acceptent, car Paul Lederman était très gentleman, on ne le dit pas, mais il avait prévu que s'ils refusent, on enterre Thierry Leluron. C'était prévu. Paul Lederman explique que s'ils acceptent, alors on va retarder la mort de Thierry Leluron de 1 à 4 ans. Et il explique avoir tous les moyens techniques pour le faire, qu'il n'y a rien à craindre, les relations politiques, etc. La mère de Thierry Leluron est un peu gênée, car elle va devoir enterrer son fils dans une petite chapelle, anonyme, une petite messe avec un prêtre. Sur la tombe de Thierry Leluron, il explique que le nom de Thierry ne sera pas mis sur sa tombe. Il s'explique. On ne mettra pas, pendant plusieurs années, le nom de Thierry sur sa tombe. Le temps que l'on puisse développer ce remplaçant qui va permettre de terminer le travail de Thierry, car Thierry avait monté tout un spectacle très compliqué, et ce spectacle, il voulait, Paul Lederman, à cause d'un très lourd investissement financier, un énorme investissement qui lui coûtait quelques millions de francs, il voulait absolument ne pas perdre ces millions, et au moins montrer le nouveau spectacle de Thierry, parce que Thierry avait monté tout un nouveau spectacle. Et Paul voulait absolument que ce nouveau spectacle, les gens le découvrent, même s'il était mort, Thierry, tant pis, quitte à le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais voilà, la famille de Thierry Leluron, les gens qui étaient présents, au moins sa mère, et peut-être d'autres personnes, vont expliquer, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas remplacer Thierry Leluron, faire une mise en scène qu'il n'est pas mort, faire croire à toute la France que finalement il n'est pas mort, et que dans 2, 3 ou 4 ans, on raconte une autre mort de Thierry Leluron et qu'on nous dise qu'il est mort. Paul Lederman ne voulait pas dire que Thierry Leluron était mort des suites du cancer et du sida, et il voulait cacher tout ça. Pour lui, c'était pas une bonne idée de dire que Thierry avait succombé au sida. C'était pas une bonne idée parce que le sida était mal vu à l'époque, et qu'il était préférable qu'il meure autrement. Il avait même prévu déjà une autre mort de Thierry Leluron qu'il annoncerait. Il avait prévu 4 ans en fait. Je vous révèle le chiffre exact, c'est 4 ans. Donc il comptait expliquer 4 ans plus tard que Thierry Leluron était mort. Et organiser 4 ans plus tard un nouvel enterrement avec des prêtres en grande pompe, un cercueil évidemment où Thierry n'y est pas, et de le mettre en terre
à l'endroit où de toute façon il était déjà. Oui, il était déjà, car il aurait été enterré discrètement. Voilà tout de même jusqu'où ce producteur est capable d'aller, jusqu'à des mises en scène impressionnantes, d'user ses relations politiques et son pouvoir pour faire croire à toute la France que Thierry Leluron n'était pas mort. Et le faire croire 4 ans tout de même. Imaginez le bonhomme, le pouvoir qu'il a. Il a le pouvoir d'empêcher un acte de décès. Il a le pouvoir de faire taire les médecins qui ont vu mort Thierry Leluron, puisqu'il est mort dans un hôtel, enfin une sorte d'hôtel, et que Thierry a reçu une injection finale pour ne pas souffrir. Il est mort. Bon, je préfère pas parler de tout ça, c'est quand même très intime, la mort de Thierry. Excusez-moi, j'étais un peu loin là. Il y a des choses que je préfère. Enfin, j'ai été un peu loin. Il y a des choses que, par moralité pour Thierry, je ne veux pas vous dire. Mais Paul Lederman avait les relations politiques et il pouvait retarder de 4 ans la mort de Thierry Leluron d'une façon officielle. Et vous cacher à toute la France pendant 4 ans que Thierry était mort, et c'était son idée très précise, qu'il va donc, et ça retombe encore, qui va donc préciser à la mère de Thierry Leluron et aux autres personnes qui étaient autour, enfin il y avait quelques personnes. Mais après ce spectacle, qui était pourtant très très beau et privé, la mère de Thierry Leluron était quand même sous le choc de sa mort et puis elle ne pouvait pas. Quand Thierry sera amené dans son cercueil dans l'église, elle va hurler, pleurer, tout le monde va la consoler. Et puis Paul Lederman voit qu'elle est vraiment dans un mauvais état et que de toute façon, elle ne va pas jouer le jeu très longtemps. Elle ne va pas jouer le jeu très longtemps, même si elle acceptait, même si elle signait le document, et qu'on retardait de 3 à 4 ans la mort de Thierry. Paul Lederman a compris, et elle l'explique, elle dit non. Elle dit non, on ne peut pas faire ça. Mon fils est mort, explique-t-elle, on doit l'enterrer, et c'est comme ça. Tant pis si le nouveau spectacle, personne ne le voit. Personne ne le découvre. Là, Paul Lederman l'avait quand même, excusez-moi, dans les glandes, parce qu'il y avait un énorme investissement financier. Et lui, ça ne l'a pas arrangé que l'entourage de Thierry Leluron, je parle de l'entourage de Thierry Leluron, sa famille. Quand je parle de l'entourage, je parle de la famille de Thierry. Je ne vous parle pas de gens par-ci par-là, je vous parle de la famille de Thierry. Mais Paul Lederman a bien compris que ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible de présenter le nouveau spectacle de Thierry Leluron et que cette personne le remplace, un sosie officiel, absolument pratiquement identique, sauf pour les personnes qui connaissent bien Thierry et qui pourraient de très près l'identifier. Il insiste encore un petit peu. Réfléchissez au moins un petit peu. Réfléchissez à ma proposition. On peut retarder un peu la mort de Thierry. Réfléchissez, c'est pas une bonne idée que Thierry meure maintenant. Il voulait pas que Thierry Leluron meure maintenant. Et ça, vous devez le savoir, et on doit le dire aux journalistes, ce qui s'est passé, que Paul Lederman ne voulait pas annoncer la mort de son poulain, il voulait la retarder le plus possible, il voulait 4 ans. Un délai de 4 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un investissement mais monstrueux. Vous vous rendez pas compte ce qu'est la production. Paul était presque ruiné d'accepter la mort de Thierry. Et ça, il ne pouvait pas. Parce que Thierry lui a fait investir beaucoup d'argent dans sa nouvelle production. Et Thierry devait assumer ses spectacles. Et Paul, 24 heures avant la mort de Thierry, affichait les affiches. Car quoi qu'il arrive, mort ou vivant, il était question d'assumer ses spectacles, qu'il soit mort ou pas. La famille de Thierry Leluron comprend que ce jeune artiste qui est prêt à le remplacer, qui est quand même un super sosie, puisque la mère de Thierry Leluron a dit « Je ne peux pas identifier mon vrai enfant, Thierry, avec celui-là. C'est la copie conforme du vrai Thierry Leluron. » Mais Paul Lederman était un perfectionniste. Et il explique que c'est sa copie conforme. Il l'a trouvé, ce double de Thierry Leluron, il l'a trouvé dans un spectacle où il imitait tout le temps Thierry Leluron. Il passait toute sa vie à ne faire que du Thierry Leluron. Jusqu'au point que c'était troublant parce qu'il ressemblait énormément à Thierry. Mais énormément, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, il serait bon de retrouver cette personne et enfin de l'interviewer. Paul Lederman était organisateur, c'est vrai à cette époque-là, de quelques sosies officielles en cas de pépin. En cas de pépin financier, c'est un problème d'argent et de budget. Comme Mylène Farmer est sans doute jamais remplacée, mais pourrait l'être. Si elle avait une grosse tournée et qu'il y avait des millions d'euros en jeu, peut-être on serait dans l'obligation de la remplacer 1 ou 2 fois en cas de problème. Et oui, parce que Mylène a quand même un certain âge, et qu'à un moment donné, à 70 ans, elle ne pourrait pas faire 50 dates.
C'était le même problème de Michael Jackson. On se posait la question sur 50 dates si de temps en temps il ne se faisait pas remplacer. Lui aussi. Mireille Mathieu, ça a été le problème avec Johnny Stark. Moi j'ai connu le sosie officiel de Mireille Mathieu, qui m'a dit à Saint-Tropez avoir remplacé la vraie Mireille Mathieu sous l'ordre de Johnny Stark, qui lui a dit remplace Mireille. Remplace-la. Donc, et il voulait que elle soit remplacée. Elle aurait fait plusieurs spectacles officiels, mais pendant que Mireille était très malade, je le précise. Et même si Mireille ne le confirme pas, c'est réellement arrivé qu'elle soit remplacée. Mais on ne peut pas remplacer la voix de Mireille en playback. Remplacer en playback. Personne ne peut chanter comme Mireille Mathieu. À cette époque-là, personne n'aurait jamais pu. Tout de même, le niveau de la chanteuse est quand même assez phénoménal. Surtout pour cette époque. La famille de Thierry Leluron, c'est vrai, est un peu embarrassée parce que Paul insiste un peu quand même. Hein. Il a une grosse perte financière s'il refuse. Alors il va dire une nouvelle fois, bon, c'est pas le moment de prendre la décision. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre quelques jours de repos, vous allez réfléchir, et je vais retarder l'annonce de la mort de Thierry Leluron de quelques jours. Puis on se recontacte, vous me dites oui ou non. Et là, c'est peut-être la chose qu'il n'aurait pas dû dire. Sa mère dit c'est non. Mon fils est mort, il est mort il y a quelques heures, on doit l'enterrer, on doit l'emmener dans l'église, on doit lui rendre hommage, on doit faire notre deuil avec lui. Et puis le remplacer, je ne sais pas si Thierry voudrait, explique-t-elle, si ça lui ferait plaisir. On ne peut pas faire ça. Nous, c'est quelque chose... Elle a senti ça comme une arnaque. Mais après tout, c'était pas vraiment non plus une arnaque. C'était le nouveau spectacle de Thierry Leluron, et même s'il avait été doublé, après tout, pourquoi pas hein. Au moins on aurait vu ce spectacle. Puisque beaucoup de bandes étaient déjà en playback, et Thierry avait enregistré plein de playback. Donc de toute façon, ce sosie aurait travaillé en partie en playback. C'était important de préciser ça, que Paul Lederman était quelqu'un capable d'organiser des choses incroyables, comme repousser la mort d'un grand artiste comme Thierry de 3-4 ans, sans aucun problème technique, juridique, d'avocat ou même d'État, capable de cacher tout à tout le monde, ayant le bras politique aussi long de faire tout ce qu'il veut. Et c'est justement là le problème de la mort de Claude François, et on revient là-dessus, sur ce que disait sa mère, que quand elle arrive au domicile le soir, et on reviendra sur ce livre la prochaine fois, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce livre, elle a été choquée de voir Paul Lederman, qui était dans cet appartement, Paul Lederman, qui avait déjà organisé un fou accident pour Claude François, 4 ans plus tôt. Pas 4 ans, 8 ans plus tôt, pardon. 8 années plus tôt. Et il est connu pour les mises en scène. Alors qu'il arrive avant les flics, qu'il est sur place, quand on connaît le bonhomme, évidemment, on se pose la question, Claude François est-il vraiment mort ce jour-là ? Et ça a été la remarque de certains artistes qui se sont dit « c'est gênant que Paul soit sur place, Paul Lederman ». Parce qu'il avait déjà organisé un faux accident pour Claude François en 1970, où il avait fait croire à toute la France que Claude était pratiquement mort. Pratiquement mort. Et puis, il l'a fait réapparaître avec cette très belle chanson « C'est de l'eau, c'est du vent » où Claude est redevenu numéro 1 des top 50. Oh, regardez. Mes cheveux qui... Voilà. Ben, je suis un perfectionniste, un maniaque. Regardez, partout. Oh là là là, tous ces cheveux. Je dis que Dieu nous a fait trop de cheveux sur la tête. Alors attendez, il y a une petite mèche qui rebique. Hop là. Est-ce qu'on peut cette petite mèche qu'elle obéisse ? Vous voyez, j'arrive toujours quand même à me faire obéir même de mes cheveux. Mais je vous garantis que c'était pas prévu comme ça. Mais pourquoi je vous ai parlé de Paul Lederman, qui était présent le jour de la mort de Claude François et qui est arrivé avant la police? Parce que comme il est arrivé avant la police, il restera un problème. La police qui était en bas de l'immeuble est-elle réelle? Ou la mort de Claude François est-elle une mise en scène, entre autres orchestrée et par Claude François et par Paul Lederman? Merci d'avoir suivi cette émission où j'ai développé au mieux le sujet de la présence de Paul Lederman et je vous ai apporté le plus de lumière possible. Mais n'oublions pas quand même cette histoire du papillon Icare. Vous connaissez Icare? C'était un papillon qui s'est approché un peu trop près du soleil.
Et ses ailes, je répète, Icare était un papillon qui s'est approché un peu trop près du soleil. Et ses ailes se sont enflammées. Mon but, c'est-à-dire mon but personnel, est de vous approcher au plus proche de la mort de Claude François, mais sans que aucun d'entre vous ne perde ses ailes. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube.